Bien, bonjour à vous toutes et bonjour à vous tous. D'abord, mes premiers propos pour l'ensemble des collègues et élèves des autres établissements qui se sont connectés pour cette matinée avec Denis Péchanski, que je vais vous présenter dans quelques instants. Quelques mots de remerciement également à Laurent Lhomme, IA-IPR d'Histoire-Géographie et qui est référent mémoire et citoyenneté, sans qui cette journée n'aurait pas été possible. Également à l'ensemble des collègues présents dans la salle, ici à Nérac. Je pense d'abord à Joanne Cassagne, qui sur le plan technique, qui nous permet cette, je dirais, une retransmission sur, je crois, 6 établissements ce matin, avec à peu près pas mal d'élèves au total. Donc c'est très très bien, qui s'ajoute à la centaine qu'il y a ici. Donc, pour cela, merci donc à Joanne et puis donc aux collègues qui vont encadrer dans l'ensemble des établissements aquitains et ici à Nérac. Alors, Denis Péchanski, quelques mots de présentation. Je le connais depuis... Sois poli, s'il te plaît. Voilà, je vais rester poli, donc on va dire quelques années, parce que moi aussi ça pourrait voilà. Hein. Donc Denis Péchanski est directeur de recherche au CNRS émérite, c'est-à-dire chercheur avec comme spécialité la Seconde Guerre mondiale, et puis depuis une quinzaine d'années également il a réfléchi sur les concepts de mémoire individuelle et mémoire collective. Sur la Seconde Guerre mondiale, il a surtout travaillé sur le régime de Vichy, l'internement, la résistance, et c'est sur ce dernier sujet sur lequel il va vous parler aujourd'hui, la résistance des étrangers notamment, et ce qui lui a également conduit à occuper des fonctions très importantes, comme je vous l'ai déjà dit en classe, notamment qui a conduit à diriger le conseil scientifique du mémorial de Rivesaltes, auquel on a souvent amené des élèves depuis sa création. Également le mémorial de Caen, on a également amené à plusieurs reprises des élèves. Et puis depuis 2 ans, le conseil scientifique, la présidence du conseil scientifique de l'ECPAD, donc du Centre photographique des armées. Et puis également, et c'est pour ça aussi qu'il est là aujourd'hui, 2 fonctions. D'abord, la première, le conseil scientifique de l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, donc qui était un événement historiographique et un événement mémorial très important, parce que c'est le premier communiste résistant et le premier résistant étranger à entrer au Panthéon. Donc c'est pas une mince affaire. Et puis également, depuis quelques mois, depuis le mois d'octobre, il préside le conseil scientifique et d'orientation des commémorations des 80e anniversaire des commémorations de la Libération. Donc, quelqu'un qui connaît très très bien l'histoire de la Seconde Guerre mondiale en France. J'ai déjà été trop long, je vais donc lui donner la parole. Denis, c'est à toi pour une petite heure. Et après, okay, on passera aux échanges. Et sinon, tu m'arrêtes. Hein. Ça, je n'hésiterai pas pour une fois. Oui. Après, est-ce que je suis obéissant, c'est autre chose. Bon, écoutez, on entend, c'est bon? Bien. Non, moi, vous m'entendrez, il n'y a pas de problème, mais c'est plutôt à distance. Écoutez, je suis très heureux d'être avec vous et on va pouvoir aussi échanger. Il ne faut pas hésiter à poser des questions, des choses qui... y compris quand je suis en train de parler, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, il y a de grandes chances pour que vous ne soyez pas le seul ou la seule à ne pas comprendre, donc il ne faut pas hésiter à m'arrêter. Alors le point de départ, effectivement, on va peut-être parler du contexte actuel, du contexte mémoriel de ce qui vient de se passer. C'est un événement extrêmement important qui vient de se passer dans la mémoire de la Deuxième Guerre mondiale en France, c'est-à-dire que l'entrée de Missak Manouchian au Panthéon, la panthéonisation de Missak Manouchian, alors accompagnée par Mélinée Manouchian, sa femme, qui était aussi sa camarade de résistance, hein, et de ceux qui ont été fusillés avec lui, ou en tout cas condamnés à mort avec lui le 21 février 1944. Je dis condamnés à mort parce que
La plupart ont été fusillés avec lui. Ils étaient 22 au total. Et puis, vous en avez eu, il y a une femme, et les Allemands évitaient d'exécuter des femmes en France, parce qu'ils savaient que là, déjà, ils avaient une très mauvaise image dans la société française. Alors si en plus, ils se retrouvaient à fusiller des femmes au Mont-Valérien, puisque c'est là où les autres ont été fusillés, là, ça aurait été sans doute une très vaste révolte et une protestation, y compris dans des milieux qui étaient plutôt favorables ou en tout cas qui acceptaient cette occupation. Donc, Golda Banchik, envoyé en Allemagne et qui va être guillotiné à Stuttgart, et puis les 22 autres, dont Manouchian, qui sont fusillés le 21 février 1944 au Mont-Valérien. Donc là, c'est le point de départ, mais effectivement, qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que les panthéonisations, il y en a eu d'autres. Hein. On pense à Jean Moulin, par exemple, en 1964. C'était l'un des principaux responsables de la résistance, celui qui faisait l'interface entre le général de Gaulle en résistance extérieure et puis toute la résistance intérieure, qui donc a été fait prisonnier par les Allemands, torturé, et qui a été tellement torturé qu'envoyé en Allemagne, il est mort en remontant vers l'Allemagne. Donc je veux dire, c'est un personnage absolument fondamental, et De Gaulle ne va faire qu'une seule panthéonisation quand il était président de la République, c'est celle de Jean Moulin. Donc on a eu d'autres panthéonisations de résistants, et je pense par exemple aux 4 panthéonisations qui ont été ordonnées par le président de la République de l'époque en 2015, hein, François Hollande. 4, sauf que j'ai eu l'occasion de lui dire d'ailleurs, et je n'étais pas le seul, il y avait un petit problème, c'est que dans les 4, il n'y avait aucun résistant étranger, aucun résistant communiste. Bon. Quand on sait l'importance des étrangers et des communistes dans la résistance, là il y avait un problème. Bon. Alors ça a été heureusement rectifié, et je me permets d'insister là sur ce qui est... C'est une véritable révolution mémorielle qui est en cours là. Parce que, je vais prendre 3 cas. La première chose, au Mont-Valérien, vous avez 2 sites. Vous avez l'esplanade, qui est le lieu de commémoration de la France combattante, de la mémoire gaulliste. Et vous avez la clairière, où il y a eu les fusillés, les 1000 fusillés du Mont-Valérien. Et là, c'est la mémoire de la résistance intérieure. Et puis, comme il y a, je sais pas, il y a peut-être 65%, 2 tiers de communistes parmi ces fusillés, c'est à dominante communiste, même s'il n'y a pas que des communistes, et il s'en faut beaucoup, vous l'avez compris. Donc, ce sont 2 mémoires différentes. La France combattante, c'est aussi des résistants, évidemment, mais pour la plupart, des résistants de la résistance extérieure. Bon. D'ailleurs, derrière, on a une crypte. Alors, je crois que vous allez, je ne sais pas si c'est vous qui allez visiter le Mont-Valérien. Bon. Donc, vous allez voir, vous avez une crypte où se retrouvent comme pour représenter la France combattante, sauf que, pour l'essentiel, ce sont des gens qui ont combattu, des héros, hein, mais qui ont combattu sur les terrains extérieurs, en accompagnant la geste gaullienne, par exemple, toute l'Afrique noire, puis l'Afrique du Nord, et ensuite, ils vont remonter avec les débarquements. Donc là, c'est cette France-là qui est honorée. Et honnêtement, on n'a jamais vraiment compris pourquoi il n'y avait pas
d'exécuter de la clairière dans cet ensemble-là. Donc, vous voyez bien qu'on a deux mémoires, et symboliquement, le 18 juin, depuis les débuts de la Ve République, le 18 juin, tous les 18 juin, évidemment par référence et en hommage et en commémoration de l'appel à la résistance de Gaulle le 18 juin 40, toutes les commémorations se faisaient sur l'esplanade avec la crypte derrière. On ne descendait pas à la clairière. J'ai dit se faisait parce que le 18 juin dernier, pour la première fois, un président de la République, donc Emmanuel Macron, est descendu à la clairière et a réunifié en quelque sorte ces deux mémoires par son geste, la mémoire de la clairière et la mémoire de l'esplanade, et donc l'ensemble des mémoires résistantes. Ça, c'est vraiment un fil conducteur dans le geste mémoriel qu'il a opéré. Donc ça, donc voyez, premièrement, Manouchian, premier résistant étranger à entrer au Panthéon, premier résistant communiste à rentrer au Panthéon. Bon, ensuite, il l'annonce le 18 juin dernier, 2023. Dans une perspective de convergence mémorielle, là encore, avec la réunification des deux lieux. Et troisièmement, quelque chose que les gens n'ont pas beaucoup vu. Alors je vous le signale parce que j'y suis un petit peu pour quelque chose, c'est le fruit du hasard. C'est la reconnaissance de tous ces étrangers comme morts pour la France. Alors voilà, c'est symbolique hein, d'être dit mort pour la France. Et le petit problème, c'est quand je me suis retrouvé avec le petit groupe à plaider pour la panthéonisation de Manouchian à l'Élysée. Alors, si vous voulez être panthéonisé un jour, dites à ceux qui vont organiser votre panthéonisation que quand on est reçu à l'Élysée, c'est bon signe. Hein. Voilà, c'est que c'est bien parti, puisque c'est le président de la République qui le décide. Donc, je me retrouve là, avec mes petits camarades, et là, donc ils nous disent, oui, il n'y a aucun problème, on est tout à fait d'accord, le président a déjà dit que ça l'intéressait, et puis, bon, on va mettre tout ça en œuvre. Et puis à la fin, il y a un des conseillers qui me dit, faudrait me trouver des étrangers qui étaient résistants, qui vivent encore et qui n'ont pas la Légion d'honneur pour qu'on puisse les honorer à cette occasion, en même temps. Je lui ai dit, écoutez, 80 ans après, ça va être problématique quand même. Hein. La plupart sont morts. Et je pense que la plupart de ceux qui ont survécu, ils ont déjà la Légion d'honneur. Mais enfin bon, je vais essayer de voir. Donc je téléphone à une première association des anciens qui me dit, non, on n'a personne. Deuxième association, la même chose. La troisième, Claudie, enfin, peu importe, mais je connaissais bien, et qui me dit, écoute... non, notre problème, c'est pas ça. Hein. Notre problème, c'est la reconnaissance des morts pour la France. Et moi, je n'avais jamais travaillé sur ce sujet. Je travaillais évidemment sur la résistance, sur depuis quelques décennies, sur la répression, mais l'occupation, mais ça, je n'avais pas abordé cette question-là. Et là, je vais véritablement tomber de l'armoire quand je vais apprendre qu'au Mont Valérien, vous êtes étranger. Ça va? Tu veux boire un peu d'eau? Il va falloir aider là. Et donc, et là je tombe de l'armoire quand j'apprends que vous êtes étranger, vous êtes français, vous avez fait exactement la même chose, vous êtes
exécutés au Mont Valérien, par exemple, bon, eh bien, après avoir demandé aux autorités ce qu'il en était, on a les listes qui arrivent, on s'aperçoit que, étrangers, vous avez une chance sur 2 d'être reconnu mort pour la France, alors que tout Français était automatiquement reconnu comme mort pour la France s'il était exécuté au Mont Valérien comme ailleurs. Alors là, je téléphone tout de suite pour dire, bon, là c'est quand même beaucoup plus important qu'une Légion d'honneur à X ou Y, et il tombe de l'armoire aussi, sauf que quand on tombe de l'armoire à l'Élysée, ça fait beaucoup plus de bruit que quand c'est moi, hein, en tout cas ça beaucoup plus efficace, et là tout de suite on a eu effectivement les listes. Simplement pour vous dire, et ça sera une forme de transition, parce que c'est vraiment une vraie révolution mémorielle qu'on a connue là. Sur les un peu plus de 1000 résistants et otages, enfin, parmi les otages, il y avait aussi des résistants, disons des condamnés à mort ou des otages qui avaient été exécutés au Mont Valérien. Il y en avait 185 qui étaient étrangers. Donc déjà, ça vous donne une idée de proportion. Ça veut dire qu'on était à peu près à 18,5%, et que les étrangers représentaient, voyons voir, 2,5 sur 40, donc on va dire 6% de la population française à peu près. 6%, 18% des fusillés du Mont Valérien. Pour déjà vous donner une idée de l'importance de la contribution des étrangers à la résistance. Et là, on s'aperçoit que sur les 185, il y en avait 92 qui n'étaient pas dits morts pour la France. Et sur les 92, on s'aperçoit qu'il y en a encore un de la fiche rouge. Donc vous avez vu, hein, la fiche rouge, ceux qui sont fusillés avec Manouchian. Il y a toute une campagne qui est menée par la propagande allemande, relayée par un organisme français collaborationniste. J'y reviendrai, mais eh bien, il y en avait un qui restait encore non reconnu mort pour la France. Et non seulement il faisait partie des 23, mais il faisait partie des 10. Il s'appelle Grivac. Il faisait partie des 10 qui sont représentés sur l'affiche même. Donc là, alors ça a été réglé très vite, ça. Puis après, on a réglé la question du reste, et puis on va le faire pour toute la France. Parce que ça, c'est quelque chose de totalement inacceptable. Alors, qui a une explication, je vous le dis très vite, hein, c'est une loi qui a été promulguée pendant la Première Guerre mondiale. Première Guerre mondiale, c'est une guerre classique, armée contre armée, armée régulière contre armée régulière. Alors, il y avait la Légion étrangère, mais ils étaient assimilés à des Français, donc morts pour la France aussi, si jamais ils mouraient. Mais pour l'essentiel, c'était des Français contre les Allemands. Donc les Français, quand ils mouraient, ils étaient dits morts pour la France. Et c'est une loi en 1915 qui instaure cette dénomination mort pour la France comme une reconnaissance officielle qui n'apporte pas d'avantage, hein, sauf la reconnaissance symbolique. Et l'une des conditions, c'est d'être de nationalité française. Alors le problème, c'est que pour la Première Guerre mondiale, on voit bien que, ok, ça marche. Arrive la Deuxième Guerre mondiale, on n'est plus armée régulière contre armée régulière. Bien sûr, il y a les débarquements, il y a tout ça, ok. Mais la résistance, on n'est pas dans une armée régulière. Hein. Et en plus, vous avez, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'étrangers. Donc là, ça devient vraiment problématique. Et donc, à la Libération, ils ont bien compris le problème, mais ils n'ont pas résolu. On n'a pas changé la loi. Et donc, l'administration va godiller en quelque sorte. Alors, une fois, ils vont prendre, une autre fois, ils ne vont pas prendre. Donc, il y en a certains qui sont même, dès la Libération, sont dits morts pour la France alors qu'ils sont étrangers. Mais les autres, ça a pu, vous le voyez bien, ça a pu attendre juin 2023. Donc, et je suis sûr, là, on est en train de, y compris dans votre région, hein, je suis sûr qu'on va trouver des étrangers qui ne sont pas reconnus morts pour la France. Là, on va faire le travail département par département.
Mais c'était quelque chose de stupéfiant, quoi, de se dire que des gens qui ont fait exactement la même chose, bon, bah, il y en aura qui seront reconnus, morts pour la France, et pas les autres, uniquement en raison de leur nationalité. Donc là, c'est pourquoi aussi cet événement-là a plusieurs dimensions et constitue une vraie révolution mémorielle. Alors, essayons de comprendre pourquoi justement il y a eu tant d'étrangers dans la résistance. Bon. Pour ça, petit tableau préalable, au sortir de la Première Guerre mondiale, vous allez avoir une arrivée massive d'étrangers. Des millions d'immigrés qui vont arriver. Mais pour des raisons économiques. La France a été saignée par la Première Guerre mondiale, et donc, on fait venir des centaines de milliers d'immigrés, mais par an, pendant toutes les années 20, pour la reconstruction. Alors vous allez en retrouver après, pendant la guerre, les enfants de ceux qui viennent, ou bien même ceux qui arrivent en France à ce moment-là, ben on va les retrouver 20 ans plus tard pour un certain nombre dans la résistance. Mais ils étaient venus pour reconstruire la France. Je pense à, vous êtes peut-être en train de parler de Rino Della Negra, qui était un Italien, qui était un footballeur et qui est parmi les 23 exécutés du procès de la Fiche Rouge. Bon, il avait, quand il était exécuté, il avait 20 ans. Et lui, bon, il est né en France, mais son père, ses parents étaient venus dans le nord, parce que le père était briquetier, donc ils sont venus d'Italie, dans le nord de la France, pour aider à la reconstruction. Et vous avez plein d'exemples comme ça. Et vous avez eu beaucoup de Polonais, beaucoup d'Italiens, beaucoup d'Espagnols. C'était les 3 immigrations les plus importantes. Bon. Et puis vous avez, dès les années 20, mais évidemment en bien moindre proportion, vous avez des réfugiés. Et parmi ces réfugiés, il y a ceux qui fuient le fascisme en Italie, Mussolini, qui arrive au pouvoir en 1922, ou bien ceux qui fuient soit la Russie bolchevique dans un premier temps, soit le génocide des Arméniens. Et c'est là où on retrouve l'histoire de Manouchian. Manouchian, c'est un orphelin du génocide. En 1915, les Turcs organisent un génocide, dans le cadre de l'Empire ottoman, organisent un génocide des Arméniens. Pour vous donner une idée de l'ampleur, sur 2 millions d'Arméniens, on pense qu'il y a 1,2 à 1,5 million de morts. Alors, ils sont morts soit tués dans les combats, comme le père de Manouchian, ce qui sans doute n'est pas sans conséquence sur son engagement à lui pendant la guerre, ou bien tout simplement parce qu'ils sont envoyés dans le désert en Anatolie, avec les privations, et ils meurent de faim pour beaucoup, et c'est le cas de sa mère. Donc c'est un orphelin du génocide, et qui va se retrouver, heureusement protégé par une famille, rejoint un orphelinat à côté de Beyrouth, juste après la guerre, et là, va pouvoir venir en France. Il adore la France. Il adore la littérature française. Il l'a appris dans cet orphelinat, et c'est devenu aussi un poète. Voilà. Il s'est mis à écrire des poésies dès ses 14-15 ans. Et il va continuer. Et ça, il faut l'avoir en tête, parce que c'est aussi pour ça qu'il a été panthéonisé, c'est que c'est la rencontre d'un poète avec 2 autres poètes, comme on le verra, c'est Aragon et Léo Ferré. Mais rencontre posthume, bien entendu, d'après-guerre. Donc, première période, énormément d'immigration économique, je dirais quelques dizaines de milliers de réfugiés politiques, dont ceux dont je vous ai parlé. Deuxième période, les années 30. Les années 30, là on est... c'est juste après la crise de 29. Elle atteint la France, une crise mondiale énorme, un effondrement
et qui se traduit par une crise sociale, économique et en plus souvent politique. Et en France, on va se retrouver dans cette situation-là. Bon, un peu plus tard, il y a toujours un petit décalage. En France, ça a commencé en 1931. Mais là, on ferme complètement les frontières. Il n'y a plus d'étrangers qui rentrent. Il n'y a plus d'immigrés qui rentrent. On va même en renvoyer. Par quelques centaines de milliers. Et ceux qui arrivent, les seuls qu'on accepte à partir de là, sont des réfugiés politiques. Et encore, c'est grâce au Front populaire, donc à la victoire de la gauche contre les ligues fascistes, les ligues d'extrême droite, que sont accueillis ces réfugiés. Et des réfugiés qui viennent d'où? Qui viennent d'Allemagne à partir de 1933, quand Hitler accède au pouvoir, ou l'Autriche un peu plus tard, quand il met la main sur l'Autriche, qui viennent d'Europe centrale, orientale en général, parce que ce sont des pays, des zones où les pays sont de plus en plus autoritaires, ça se traduit par de la répression politique et des persécutions antisémites. Donc ils arrivent en France, et ça va représenter là quelques dizaines de milliers de personnes, et vous voyez bien que des gens qui sont réfugiés, qui ont subi ces persécutions et cette répression-là, vont être d'autant plus sensibles à un nécessaire engagement dans la résistance. Et ça, faut l'avoir en tête, bien entendu. Et puis quelque chose qui va vous concerner très directement, j'entends, vu votre localisation, c'est la guerre d'Espagne. Bon. Vous savez, 1936, victoire du Front populaire espagnol, avant même d'ailleurs la victoire du Front populaire en France, et ça s'accompagne par un coup d'État en juillet, en juillet 1936, mené par Franco. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, bien entendu, mais de 1936 à 1939, vous avez cette guerre d'Espagne, et non seulement vous avez des Espagnols qui vont se battre pour défendre la République espagnole contre le putsch de Franco, mais vous avez aussi des volontaires de tous les pays qui vont s'engager dans ce qu'on appelle les brigades internationales pour combattre avec les républicains espagnols contre le putsch de Franco. Et là aussi, ce sont des gens qui vont gagner en expérience du combat. Alors il y aura pas mal de Français, d'ailleurs, mais aussi des gens, encore une fois, du monde entier qui passent par la France pour aller en Espagne, bien entendu. En 1939, c'est la défaite de la République espagnole, et vous avez le passage de à peu près un peu moins de 500 000 personnes qui passent la frontière. Alors, beaucoup vont repartir ensuite en Espagne, parce que ils passaient la frontière à cause des combats, et puis ils repartent en Espagne, aussi parce que, vu les conditions dans lesquelles on les accueillait, il y a eu des camps d'internement qui sont constitués en particulier dans la suite de la défaite espagnole, donc en février 1939, et là vous avez des centaines de milliers de personnes, 200, 300, 350 000 qui vont se retrouver quand même internés. En France, alors même qu'ils ont mené une guerre contre Franco qui était soutenu, lui, par Hitler et Mussolini. Donc, compliqué pour eux de comprendre comment la France des droits de l'homme les accepte dans ces conditions-là. Donc, ils se retrouvent internés. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais simplement, bien entendu, que ceux qui vont rester, parce qu'il y en a beaucoup qui vont revenir, je vous l'ai dit, ceux qui vont rester, et qui ont un engagement politique fort pour la République espagnole, pour les valeurs qu'ils portent, et quelle que soit l'orientation politique, il peut y avoir des communistes, des socialistes, des anarchistes, plutôt à gauche, que évidemment on se retrouvait autour de la République espagnole, eh bien ils se retrouvent en France, et ils vont s'échapper des camps pour la plupart, ou s'engager.
au moment de la Deuxième Guerre mondiale, déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale en septembre 1939, et là vous avez je dirais un groupe de résistants potentiels importants. Je ne veux pas dire qu'ils sont tous résistants, mais quand même ça fournit beaucoup de ces résistants. Alors maintenant, rentrons Deuxième Guerre mondiale. Je vous le signale simplement, il y a eu par dizaines de milliers les étrangers sont portés volontaires pour combattre avec la France contre l'Allemagne, qui l'Angleterre et la France avaient déclaré la guerre suite à l'attaque contre la Pologne. Voilà le contexte. Hein. L'attaque contre la Pologne par Hitler. Donc, Deuxième Guerre mondiale, déjà beaucoup de monde qui veut s'engager auprès pour défendre le pays et pour lutter contre les nazis. Arrive la défaite, mai-juin 40. Bon. Alors là, on rentre dans un tout autre contexte, toute autre période, même si c'était annoncé malheureusement par quelques mesures politiques déjà avant-guerre. Mais l'instauration du régime de Vichy et puis l'occupation vont complètement changer la donne, bien entendu. Et c'est important pour comprendre la place des étrangers dans la résistance que de savoir que, par exemple, pour les Allemands, ils avaient évidemment comme priorité de lutter contre les étrangers, les juifs et les résistants, bien entendu, comme priorité absolue. Bon. Étrangers, juifs, communistes. Alors communistes, ça a changé, on pourra en reparler dans la discussion, si vous voulez, autour du pacte germano-soviétique, mais vraiment, là, c'était une obsession. C'était vraiment, dans la grille idéologique des Allemands, c'était central, cette fixation contre le juif et l'étranger. Il s'avère que c'était également le cœur de l'idéologie du régime de Vichy. Donc, vous le savez, Pétain arrive au pouvoir, on est en 1940, après la défaite, il demande l'armistice, mais il demande l'armistice pour construire un régime qui est un régime autoritaire. Un régime autoritaire qui fait que tout est concentré autour du chef. On ne réunit plus, bien entendu, les assemblées. Sauf au tout début pour qu'il obtienne, lui, les pleins pouvoirs. Et il obtient les pleins pouvoirs. Donc ça, c'est la définition même du régime autoritaire où il obtient tous les pleins pouvoirs exécutifs et législatifs. Mais ce qui m'intéresse là, c'est la politique qu'il va développer et l'idéologie qu'il porte. C'est ce qu'on appelle la révolution nationale. Pour comprendre ça, il faut essayer de se mettre dans leur tête. Alors la tête de Pétain, de Laval, enfin de Darlan, de tous ceux qui ont formé Vichy, enfin ce qu'on appelle, quand je parle de Vichy, hein, chaque fois je me fais ramasser par les habitants de Vichy, parce que bon, évidemment, mais comme ils étaient installés dans la ville de Vichy, donc on parle souvent de la France de Vichy, il faudrait parler de l'État français, de l'époque, bon. Peu importe, on se retrouve là avec une interprétation qui est absolument cruciale pour comprendre ce qu'est ce régime. Pour ces nouveaux gouvernants, la défaite de la France s'expliquait par une sorte d'effondrement de la société de l'intérieur. Et un effondrement qui datait de la Révolution française. Et qui, au fur et à mesure, depuis 1789, la France se délitait. Et pourquoi cette France se délitait ? Parce qu'elle était l'objet d'un complot. Et d'un complot qui était
organisées par ce que Pétain lui-même va appeler les forces de l'anti-France. Le juif, le communiste, l'étranger et puis le franc-maçon. Donc c'était vraiment, il y avait un corpus idéologique là qui était parfaitement clair pour eux. Oui, on a perdu, mais si on a perdu, c'est parce qu'il y avait un complot organisé par ceux qui sont véritablement les responsables de la défaite. Et donc, on va prendre toute une série de mesures pour exclure ceux qui sont responsables de la défaite. On va construire des camps, on va évidemment prendre des mesures contre les étrangers, on va prendre des mesures contre les juifs, c'est le statut des juifs, etc. On va dissoudre les loges maçonniques. Donc tout ça fait un ensemble qui s'inscrit dans l'histoire longue de l'extrême droite française, hein, bien entendu, mais là dans une forme la plus radicale. Et tout l'appareil d'État va être mobilisé pour ça. Pour lutter contre ces ennemis-là. Et donc vous comprenez bien que, par exemple, pour ceux qui, comme beaucoup dans le groupe de Missak Manouchian, s'ils sont juifs, communistes, étrangers, vous voyez un petit peu le problème par rapport à Vichy et par rapport aux Allemands. Donc là, idéologiquement, c'est le cœur. Et Vichy a en fait fait un double choix. D'abord, celui de la Révolution nationale, ce qui s'appelle la Révolution nationale et qui est le corpus idéologique du régime que je viens de vous expliquer, qui va se traduire par des mesures d'arrestation, de répression, de persécution. On va interdire aux Juifs la fonction publique et toute une série de métiers. On va pouvoir il y a par exemple, c'est très symptomatique, hein, le 4 octobre 1940, vous avez une loi, donc très tôt, sans aucune pression des Allemands, hein, qui permet d'interner des Juifs étrangers uniquement parce qu'ils sont Juifs et étrangers. Donc là, l'idéologie, elle est là. Donc le choix de la Révolution nationale et le choix de la collaboration. C'est-à-dire que pour Pétain, pour Laval, pour Darlan, et pour tous ceux qui dirigent cet État français, eh bien on joue la carte allemande, tout simplement. L'Europe sera une Europe nazie, donc on va jouer la carte la carte du vainqueur, et on la joue d'autant plus facilement que idéologiquement on en est assez proche. Donc c'est ça qu'il faut avoir en tête comme dispositif. Ce qui fait que quand je vous parle de la résistance des étrangers, avant même de vous parler de la résistance des étrangers, il faut que vous ayez en tête que on ne peut pas comprendre la résistance si on n'a pas en parallèle une connaissance de la répression. En fait, l'histoire de la résistance est scandée par des arrestations. Or, ces arrestations, très souvent, c'est le fait de la police française. Et pourtant, hein, on est jusqu'à la fin 1942, vous avez une zone sud où il n'y a pas un seul Allemand, hein, et une zone nord où donc c'est une zone occupée par les Allemands. Mais même en zone nord, c'est la police française qui se met au service des objectifs de l'occupant, parce que ce sont les mêmes que les objectifs de Vichy. Et là, vous allez vous retrouver avec, en particulier à Paris, parce que c'était la police la plus performante et la plus puissante, toute la répression et la persécution vont être mis par les Allemands sous la coupe des autorités françaises. On va négocier ce qu'on a appelé la collaboration des polices. Et c'est là où vous touchez du doigt la responsabilité majeure du régime de Vichy. C'est qu'ils ont fourni à leurs fonctionnaires de police, une autorité française de tutelle. Les policiers français, ils n'obéissent pas à des Allemands. Il y en a, hein, mais bon, globalement, ils n'obéissent pas à des Allemands, ils obéissent à une autorité française.
qui se présente comme l'autorité légale, comme la tutelle légale. Ce qui fait que quand vous êtes policier et que vous voulez faire de la résistance, vous avez deux obstacles à surmonter. Le premier, c'est de faire de la résistance, et vous savez que même si on a eu pas mal de résistants en France, c'est quand même resté une petite minorité. Hein. Bon. Mais le deuxième obstacle, c'est qu'il fallait désobéir à l'autorité de tutelle. Or, il y avait une règle d'or chez ces policiers, comme chez la plupart des fonctionnaires à l'époque, c'était le devoir d'obéissance. Donc, vous voyez le double obstacle qu'il fallait franchir et la responsabilité du régime de Vichy dans le fait que, la désobéissance, qui était évidemment absolument pas dans la culture de la fonction publique de l'époque, était une forme de blocage pour l'action de la résistance. Alors il y a eu des policiers résistants qui ont fait des choses très belles, comportement héroïque, très clairement, mais là, pour ceux dont on peut parler pour la répression à Paris, en particulier contre les étrangers, les communistes étrangers, ce qu'ils appelaient les terroristes. Je dis entre guillemets terroristes parce que ceux sur lesquels je travaille, et plus généralement les résistants étrangers et les résistants sur lesquels je travaille, ils ne tuent pas de femmes pour le plaisir, ils ne les violent pas, ils ne tuent pas de gosses. Ils ne sont pas là pour effrayer une population comme but politique. Eux, leur cible, c'est l'occupant. C'est l'Allemand. Et c'est le militaire allemand, si possible. Donc, ayez bien en tête aussi, on pourra revenir si vous voulez, la différence entre terroristes et résistants. Hein. Bon. Et donc, vous voyez que tout l'appareil d'État, en quelque sorte, que ce soit l'État français ou les forces d'occupation, sont mobilisés pour lutter contre ces résistants étrangers. Et il y a d'autant plus de résistants étrangers que justement ils sont ciblés. Et que déjà avant la guerre, ils étaient très imprégnés par le sentiment anti-nazi, antifasciste. Mais en plus, pendant la guerre, eh bien, ils sont victimes des persécutions et de la répression. Et ça, c'est très important pour comprendre aussi leur engagement. Pour prendre deux exemples, et ça me permettra de parler de ces résistants et de leurs actions. Ici, enfin, dans tout le sud-ouest, vous avez une très grande présence des Espagnols. Mais très grande présence, ça veut dire que parce qu'ils sont restés, hein, ceux qui sont restés, beaucoup se sont engagés dans les combats, et à la Libération, par exemple, les guerrilleros espagnols, parce qu'ils étaient organisés entre eux, sous le nom de guerrilleros espagnols, ils représentaient à peu près 4000 hommes armés le 6 juin, enfin, au moment du débarquement de juin 1944. Ils se trouvaient dans le sud-ouest et ils vont participer à la libération de très nombreuses villes. Ou bien quand vous prenez, et évidemment ces Espagnols, comme je vous l'ai dit, étaient ciblés par les autorités, comme étrangers, et puis en plus comme opposants politiques, bien entendu. Ensuite, quand vous prenez mes francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, donc l'équipe de Manouchian et avant de Holban, qui était son prédécesseur, qui l'a mis sur pied, donc les combattants qui mènent la lutte armée à Paris. Ben, ceux qui mènent la lutte armée à Paris, vous avez des gens comme Manouchian qui... alors ils sont tous, hein, là, dans ce groupe-là, c'est des communistes, donc une matrice communiste internationaliste, et une autre matrice commune qui, je pense, devrait nous faire réfléchir aussi
au présent et à ce qui se passe aujourd'hui. Ils ont une autre matrice en commun, c'est un amour de la France. Mais évidemment pas la France de Pétain. C'est la France de la Révolution française. C'est la France des droits de l'homme. C'est la France des Lumières. Et ça, c'est partagé par tous ces combattants. Donc vous avez deux matrices communes à ces combattants communistes immigrés. Et puis chacun arrive avec d'autres composantes de l'identité. Manouchian, évidemment, si on ne sait pas qui... Enfin, c'est absurde de laisser de côté l'autre composante qui est que c'est un orphelin du génocide. Et que ça l'a énormément marqué, bien entendu. Vous avez quelqu'un comme Reimann, un jeune de 20 ans, 19 ans, 20 ans, qui se lance dans la lutte armée à ce moment-là, qui va faire des opérations les plus spectaculaires. Alors lui, évidemment, on ne comprend rien si on ne sait pas que c'est un juif polonais qui est né en Pologne, qui est venu en France pour fuir les persécutions, et qui est tout jeune, hein, avec ses parents, et qui va se retrouver donc engagé dans ce combat-là, et qui va être d'autant plus engagé dans la résistance que il va voir l'arrestation de son père au mois d'août 1941. Donc vous voyez, ça se rajoute comme composante. Vous avez les deux matrices que j'évoquais, communiste internationaliste et l'attachement à la France, mais aussi, alors, qui juif, qui arménien avec le génocide, qui italien, très marqué évidemment par le fascisme et la lutte contre le fascisme de Mussolini, qui espagnol, évidemment marqué par la lutte contre Franco et la défaite face au franquisme et la volonté de reconquérir, la Reconquista, hein, pour reconquérir l'Espagne qui a été captée par Franco et ses troupes. Donc, chacun arrive avec des identités différentes, mais ils se retrouvent ensemble et ça ne pose strictement aucun problème. Ils sont dans le même groupe armé, ils ont toutes ces origines différentes, mais de par cette double attachement, là, cette double matrice principale, et en particulier l'attachement à la France, ça ne pose aucun problème. Ils vont combattre ensemble. Alors là, ce dont je vous parle, c'est ceux qui mènent la guérilla urbaine, la lutte armée. Et guérilla urbaine, ça veut dire on exécute des Allemands. Et ça, l'objectif principal, ou bien on balance des bombes dans des centres qui sont là pour recruter des volontaires pour l'Allemagne, pour travailler en Allemagne, ainsi de suite. Mais ce sont des actions spectaculaires. Alors souvent on se dit, mais oui, ils ont quand même pas, c'est pas énorme comme résultat si on voit le nombre d'Allemands qui sont exécutés, mais je vais vous prendre un seul exemple pour illustrer ce type d'action. Pour vous montrer ce que signifie la lutte armée et quels sont les objectifs de la lutte armée. Le 28 septembre 1943 est exécuté à Paris Julius Ritter, qui est un colonel SS, qui est le responsable du service du travail obligatoire. Le service du travail obligatoire a été instauré au début de l'année 1943, en février, qui fait que tous les jeunes qui sont nés en 21, 22, 23, doivent aller travailler en Allemagne. Et ça, c'est un traumatisme, et c'est une obligation, pour remplacer ceux qui vont aller combattre sur le front de l'Est. Comme vous le savez, sur le front de l'Est, ça devient de plus en plus compliqué pour les Allemands, donc ils ont besoin de plus en plus de soldats, et donc à l'arrière, il faut remplacer ces jeunes soldats par des gens qui vont travailler dans les usines. D'où l'organisation de ce service de travail obligatoire. Mais pour la population française, c'est un traumatisme total. Parce que pour eux, c'est une déportation. On déporte leurs gamins en Allemagne de force. Et
c'est véritablement un traumatisme dans toute la société. Et là, tout d'un coup, ils ont un groupe de résistants, en l'occurrence, ce sont mes francs-tireurs et partisans de la main-d'œuvre immigrée, qui exécutent celui qui est responsable de la déportation de leurs enfants en Allemagne. Imaginez la réaction dans la population. Ça a dû être... ah ouais, quand même. Chapeau, hein. En plus, ils font ça en plein Paris. Et, symboliquement, c'est très fort, hein. Et ça, il faut bien retenir ça en tête, c'est-à-dire que l'objectif de ce combat armé, je vais revenir sur la dimension militaire, mais l'objectif principal est politique. Il s'agit de convaincre la société française que d'abord la résistance est bien vivante, que ce n'est pas les Allemands qui font la loi, et qu'il faut soutenir cette résistance française, même si elle est menée par des étrangers. Et ça, ils l'ont gagné, entre autres, par ce type d'action. Donc ça veut dire que l'efficacité d'une lutte par des petits groupes, parce qu'ils ne sont pas nombreux, avec un nombre d'actions important, mais avec des effets limités, il y a peut-être en 1 an et demi entre 80 et 100 Allemands qui sont morts là, c'est pour le réveiller, hein, c'est pas la peine de vous retourner. Il a l'air d'être efficace pour réveiller les gens. Donc, vous avez entre 80 et 100 Allemands qui sont exécutés en 1 an et demi. C'est pas ça qui change le cours de la guerre. Mais en même temps, je vous ai dit, dimension politique très importante, mais il y a aussi une dimension militaire. C'est que moi, j'ai eu accès à un registre qu'on appelle l'agenda de la brigade spéciale, de cette brigade spéciale chargée de la lutte contre les communaux terroristes à Paris. Et là, vous avez tous les jours les attentats, les sabotages. Il y en a 1, 2 par jour. Vous imaginez la répercussion aussi sur les Allemands. C'est totalement insupportable de se dire qu'ils ils peuvent plus circuler tranquillement dans Paris. Dans Paris en plus. Eux, depuis 1940, ils ont une obsession. Assurer la sécurité des troupes d'occupation sur l'ensemble du territoire national. Et là, en plein Paris, vous avez des résistants qui menacent là leur objectif stratégique. Donc militairement, ça a aussi un impact. Pas en nombre de morts, mais parce que ça mobilise et ça immobilise justement ces troupes qui seraient bien nécessaires à l'Est. Donc ça, encore une fois, si on prend cet exemple, c'est pour illustrer, 1, ce que c'était que ce combat de lutte armée en guérilla urbaine, 2, pour montrer, je vous l'ai dit, la place de ces étrangers dans la résistance, parce que c'est eux qui, en 1943, sont très majoritaires à Paris pour mener la lutte armée, par rapport aux groupes français, qui ont été laminés les uns après les autres par la répression. Parce que 3, on ne peut rien comprendre à la résistance, comme je l'ai dit, si on ne prend pas en compte le poids de la répression. Et à Paris, c'est le rôle de la préfecture de police de Paris qui prend en charge cette répression-là. Et vous avez comme ça, successivement, des chutes. Et en quelque sorte, l'histoire de la résistance est scandée, mais pas simplement celle des étrangers, pas simplement celle de la guérilla urbaine, est scandée par ces chutes successives. Donc voilà un exemple, je vous l'ai dit, guérilla urbaine. Je vous ai donné un autre exemple, les maquis espagnols, qui vont participer à la libération de nombreuses villes. Bon. On peut prendre plein d'autres exemples d'actions. Par exemple, dans le sud-ouest, vous aviez un très grand nombre de camps d'internement. Mais pas simplement pour accueillir les Espagnols en 1939, pendant la guerre. Et ils vont servir à partir de 1942 à la déportation systématique des Juifs de France, qui était organisée voulue par les Allemands, c'est ce qu'on appelle la solution finale.
mise en œuvre de la solution finale. Et là aussi, vous avez une terrible responsabilité de Vichy. C'est que, je vais vous donner 2 chiffres qui vont tout vous dire. Entre août 1942 et novembre 1942. Donc avant l'arrivée des premières troupes en zone sud. Je vous l'ai dit, jusqu'en novembre 1942, vous avez la zone occupée et la zone dite libre, non occupée. Il y a un accord qui se fait au printemps 1942, printemps et début été 1942, entre les Allemands et Vichy. Et l'accord se fait sur quoi? Sur on va vous aider à co-gérer la solution finale. On va co-gérer la déportation systématique des Juifs de France. Nous, Français. C'est pour ça que la rafle du Veldiv, que vous connaissez bien, de juillet 1942, elle est organisée par les Français, par la police française. Et plus grave, entre guillemets plus grave, et en plus, Vichy a accepté de livrer les Juifs étrangers de zone sud, et entre août 1942, date du premier convoi qui part de zone sud, à novembre 1942, date de l'arrivée des Allemands en zone sud, vous avez 10 000 Juifs étrangers qui vont être livrés aux Allemands par Vichy. Et là, les camps d'internement vont jouer un rôle très important. Et pourquoi je vous parle des camps d'internement? Parce qu'à l'intérieur des camps d'internement du sud de la France, du sud-ouest, là, vous aviez ce qu'on appellerait aujourd'hui des ONG, des organisations non gouvernementales. Vous aviez la Croix-Rouge suisse, vous aviez la CIMAD, vous aviez les Quakers, le Joint et autres. Enfin, vous avez toute une série d'organisations qui pouvaient rentrer dans le camp légalement. Le seul engagement qu'on leur demandait, c'était de respecter la légalité. Et donc, vous voyez la contradiction. S'ils respectent la légalité, c'est-à-dire qu'ils participent au système. La plupart de ces structures-là vont dire non. Enfin, vont dire oui, en apparence. Nous sommes légalistes, donc ils peuvent rentrer dans le camp et ils vont organiser le sauvetage. Et là, vous avez beaucoup d'étrangers. Par exemple, à Rivesaltes, Friedel Bonnereiter, qui est au Secours suisse des enfants, qui vient de Suisse, et qui va organiser avec d'autres volontaires qui étaient là, soit françaises, soit étrangères, qui intervenaient dans le camp, va organiser le sauvetage des Juifs et en particulier le sauvetage des enfants. Qui va être une priorité. Donc là, la résistance des étrangers, c'est aussi ça. C'est aussi ce sauvetage. Et ce sauvetage dans les camps ou ce sauvetage par l'information. Parce qu'il y a des journaux clandestins qui sortent et qui disent, je pense en un qui s'appelle J'accuse, qui est le premier à dire que reviennent des informations de Pologne comme quoi on utilisait les gaz pour tuer les Juifs. C'est la première fois. Et ça, c'est en mars 1943, ça vient très tôt. Alors comme c'est incompréhensible, on va chercher une autre explication à ça, une autre explication que la réalité, c'est-à-dire l'utilisation systématique du gaz, du Zyklon B, pour tuer massivement les Juifs. Mais on voit bien que cette information circule et la propagande va jouer un rôle très important. C'est là où j'insiste aussi sur cette trop forme d'engagement politique qui est la propagande. C'est-à-dire on fait des journaux clandestins, on fait des tracts clandestins, et ces journaux et ces tracts, ils vont servir à la mobilisation et à la sensibilisation dans ces populations. Quand on dit aux Juifs étrangers, ou aux Juifs français d'ailleurs, attention, vous êtes menacés de mort, cachez-vous, et puis nous, on va organiser des moyens de vous cacher, ça c'est la résistance de sauvetage. Enfin, je veux dire,
on comprend que ça va avoir un poids très important aussi dans la résistance, que cet engagement de résistants français ou étrangers pour le sauvetage des Juifs. Donc on pourrait aussi penser à la résistance de renseignement. Il y a eu beaucoup de services de renseignement où les étrangers vont jouer un rôle important. Je vais vous prendre un seul exemple, qui est ce qu'on appelle le réseau F2. C'est un réseau polonais qui a été constitué finalement très vite en France. Parce que comme la Pologne avait été attaquée, je vous l'ai dit, dès 1939 par l'Allemagne, donc ceux qui étaient pour la libération de la Pologne, et en particulier le gouvernement polonais en exil, ils vont commencer à se structurer pour organiser la résistance. Et elle va s'organiser aussi, en particulier en France. En Pologne, bien sûr, mais c'était beaucoup plus compliqué, et en France. Et en France, vous avez ce qu'on appelle le réseau F2, qui est un réseau de renseignement, qui se fournit des renseignements qui vont servir à quoi? Au débarquement. Ils sont très nombreux sur toute la côte ouest, en particulier Nord-Pas-de-Calais, où il y avait une zone où il y avait énormément de Polonais, mais aussi en Normandie, et ils prennent un maximum d'informations qu'ils vont transférer au service britannique, ou bien au service polonais en exil. Et comme ça, va se préparer aussi le débarquement. Donc les étrangers dans la résistance française vont participer aussi au débarquement de Normandie, qui a d'ailleurs été assez compliqué, ce qui a pris beaucoup plus de temps qu'on ne pensait. Pas le débarquement lui-même, mais après l'offensive jusqu'à Caen et ensuite Paris. Ça a pris beaucoup plus de temps que prévu, mais ils avaient toute une série d'informations comme ça qui étaient données, entre autres, par ce réseau de renseignement. Donc voilà, c'est ce que pour conclure, ce que je voulais vous présenter. Il y a des modalités différentes, des engagements politiques différents. Les Polonais du réseau F2 étaient anticommunistes, alors que les résistants des FTP-MOI étaient communistes. Donc vous voyez, vous avez les deux opposés, mais ils avaient en commun la volonté de battre l'occupant et d'abattre le nazisme. Bien. Et puis vous avez donc des modalités d'action très différentes. Bon. Alors, si je devais conclure sur quelque chose, la première, c'est sur la place des étrangers dans la résistance. Ne partez pas avec l'idée que les étrangers sont rentrés massivement dans la résistance. En proportion, ils étaient certainement beaucoup plus nombreux que la part des Français par rapport à la population française, si vous faites une étude de ratio, même si, évidemment, par définition, la clandestinité, on a peu d'éléments chiffrés, je vous en ai donné là, pour les Espagnols, mais sinon c'est extrêmement compliqué, mais on voit un peu partout que, effectivement, les étrangers sont surreprésentés dans la résistance, mais ne pensez pas que tous les étrangers étaient dans la résistance. Et c'est là où il faudra bien réfléchir sur qu'est-ce que ça veut dire, les comportements entre l'action et l'opinion, par exemple. Parce qu'on peut être très bien contre l'occupant, mais le passage à l'action, ça demande... c'est autre chose. Passage à la résistance, c'est-à-dire d'empêcher la réalisation des objectifs de l'occupant, et par des actions précises, là c'est compliqué. Et il y en aura beaucoup moins. Mais, malgré tout, surreprésentation. Donc, essayez d'avoir déjà ça en tête. Ensuite, je terminerai sur la panthéonisation et sur pourquoi Manouchian, finalement. D'abord, Manouchian n'est pas rentré seul. Vous verrez au Panthéon, vous avez
les noms des 23, plus le chef, Joseph Epstein, qui était le responsable de l'ensemble de la résistance et des FTP de la région parisienne, et qui va être arrêté avec Manouchian le 16 novembre 1943. Vous avez les noms qui sont inscrits en lettres d'or sur le bord, enfin sur un mur, pardon, juste à proximité de du caveau où se trouvent les cercueils de Missak et Méliné Manouchian. Donc, faut bien, symboliquement, c'est très fort, cette présence-là, parce que d'une certaine façon, ils sont aussi panthéonisés. C'est-à-dire qu'ils sont reconnus aussi, ils sont gravés dans leur nom, et sont mis, là, parce que c'est des lettres hein, qui sont scellées, mais et qui sont inscrites, visibles, et puis ça rend compte toute leur histoire. Mais l'entrée, pourquoi Manouchian est rentré au Panthéon, là, lui, pourquoi pas d'autres? Il y avait d'autres résistants étrangers qui pouvaient rentrer au Panthéon. Premièrement, par l'action qu'il a menée, hein, je vous l'ai dit, il était responsable de ces francs-tireurs et partisans de la manœuvre émigrée entre fin juillet 1943 jusqu'à novembre 1943, le moment où il y a eu des actions très spectaculaires. Bon. La deuxième raison, c'est qu'a été organisé à l'occasion du procès qui a suivi. Un procès organisé par les Allemands. Vous avez bien vu hein, dans la chronologie, toute la partie répressive est menée par la police parisienne. Une fois qu'ils ont arrêté tout le monde par dizaines et dizaines en trois séries de filatures, c'était leur grande spécialité, entre janvier 1943 et novembre 1943. Vous voyez combien de temps ça dure? 3 filatures successives, et à chaque fois, tous les 3 mois, vous avez une partie des groupes qui sont décimés. Et puis, après, pour l'organisation du procès, on donne aux Allemands. Et c'est les Allemands qui vont organiser un procès, mais un procès avec cette affiche rouge. C'est la plus grande opération on dirait aujourd'hui, de fake news ou de complotisme de toute la guerre contre la résistance. Parce que l'objectif, c'était de dire, regardez, des libérateurs, point d'interrogation, non, l'armée du crime. Et l'armée du crime, c'était tous des étrangers, et pour beaucoup des juifs. C'était ça la grille idéologique de cette affiche rouge, de la brochure qui vient avec, des actualités qui accompagnent ça, parce que vous savez, à l'époque, vous ne connaissez plus ça, mais à l'époque, et ça a duré encore après la guerre, bien entendu avec un autre contenu, mais il y avait le film, le cinéma, et avant le film, vous aviez des actualités, et puis un court-métrage. Et bien là, vous avez des actualités, un court-métrage en février 1944, autour de ces résistants des FTP-MOI. Et donc, ce procès-là va donner une dimension particulière à Manouchian, bien entendu, qui est présenté comme le chef de bande. Le terme même, chef de bande, dit tout de la façon dont on veut en faire des délinquants, des terroristes et des délinquants. Bon. Mais en disant, regardez, la résistance, c'est eux. Et en fait, ça va être inversé. C'est-à-dire que pendant très longtemps, après la guerre, et je suis sûr encore aujourd'hui, si on demande à droite ou à gauche, même si évidemment, là, avec la panthéonisation, ça a dû un peu actualiser ce qui se passait dans le cerveau des uns et des autres, mais très longtemps, on disait « Ah oui, l'affiche rouge, c'est une affiche de la résistance. » Pas du tout. C'est une affiche justement pour dénoncer la résistance. Mais elle a été complètement inversée. Et ça va être un échec. Et ça explique aussi pourquoi Manouchian va être aussi panthéonisé. Donc son action, la campagne de propagande énorme qui échoue, et puis dans les années 50, la rencontre d'un poète, donc rencontre posthume d'un poète avec 2 poètes. Parce que ce qu'on se trouve encore aujourd'hui, c'est ça les beautés de l'histoire, c'est qu'on trouve toujours de nouveaux documents, et ça a été l'occasion de cette panthéonisation d'aller retravailler dans les archives et de trouver de nouvelles archives. On trouve les carnets. En Arménie, on retrouve, il y a 8 ou 9 carnets qui ont été écrits par Manouchian
entre 26, 27 et 39. Bon. Et là, vous en verrez 3 au Panthéon, puisqu'on a fait venir 3 d'Arménie. Et tout à fait par hasard, on a présenté, je pourrais revenir si vous voulez, mais on a ouvert une page qui était en arménien. Alors vous avez bien compris que mon arménien était fluide, mais sans plus. Donc on se dit, ah bah ouais, tiens, c'est marrant, il y a 2 chiffres, allez, on va les mettre là. Mais sinon, c'était en arménien. Bon, c'était qu'en arménien, donc on l'ouvre là. Et là, il y a la famille qui vient, parce que je fais la visite des familles le lendemain de la panthéonisation. Et c'est là où ils s'aperçoivent que, ah oui, ben c'est bien ce qu'on disait, il s'est vieilli de 3 ans quand il est venu en France, pour pouvoir travailler. Ça dit aussi beaucoup du bonhomme. Et ce qu'on voit sur ces 2 pages traduites par la famille, et ce qui apparaît très clairement, il dit, mais moi, oui, je m'engage dans le PC, parce que j'y crois, bien sûr, mais en même temps, moi, le drame, là, c'est qu'on me donne des responsabilités. Je vais avoir à m'occuper du journal dans les années 30, du journal dans la communauté arménienne. Et donc, je vais m'arrêter de faire de la poésie alors que c'est ça que je veux faire. Ça, je trouve ça très beau. Mais bon, on laisse de côté, mais pour dire que c'est pas par hasard si Aragon, vraiment, quand il a lu la lettre de fusillé que lui a envoyée Méliné, c'est une lettre magnifique, la dernière lettre de Missac. C'est aussi la lettre d'un poète. Eh bien, Aragon va en faire un poème qui a été chanté de façon extraordinaire par Feu Chatterton au Panthéon. Et pourquoi chanter? Parce que 4 ou 5 ans plus tard, Léo Ferré va mettre en musique le poème, va l'appeler l'affiche rouge, et à partir de là, c'est devenu vraiment un succès extraordinaire. Des dizaines de chanteurs ont repris l'affiche rouge, jusqu'à Feu Chatterton il y a 2-3 ans. Donc vous voyez les 3 raisons qui expliquent finalement pourquoi le choix s'est porté sur Manouchian. Et c'est intéressant parce que vous voyez le décalage. Il est rentré dans la mémoire collective, donc dans l'esprit des Français, on va dire. Son nom est rentré dans la tête des Français, et l'action de l'affiche rouge, enfin des combattants de l'affiche rouge aussi, à la fin des années 50. Et ça explique aussi pourquoi c'est lui qui va être choisi, à l'arrivée. Mais il a fallu du temps, hein. 2024, pour la panthéonisation du premier résistant étranger, on aurait peut-être pu le faire un peu avant. Merci. Merci Denis pour ce brillant exposé qui a fait bien le point. Également, beaucoup de nos élèves, chaque année, choisissent l'affiche rouge comme œuvre d'art pour leur épreuve orale de brevet. Et nous, chaque fois, on vous dit, attention, ce n'est pas une très bonne option de prendre cela. C'est vraiment une affiche de répression au départ. Et après, qui a été exploitée différemment. Et je pense que c'est très, très important pour vous donner du sens, puisque c'est aussi votre cours de français. On va commencer par les établissements qui sont connectés, si des collègues ou bien si des élèves de ces établissements-là ont des questions à poser. Donc normalement, on vous entend, il n'y a aucun problème sur le plan technique. Donc s'il y a quelqu'un parmi vous... Il faudrait ouvrir sur le chat, il y a 6 messages, peut-être des questions putatives. Et après... sauf si c'est pour m'insulter. Hein. Le son est très bon, ça me semble déjà un point important quand même. Donc là, on n'a pas de questions particulières. Est-ce qu'il y en a qui viennent là? Voilà. Est-ce que donc dans les collègues et élèves des établissements donc invités, est-ce qu'il y a des questions? Oui.
Non, Joanne? Oui. On vous écoute. Ben voilà. Oui, j'ai une question. Alors, on y va. Elle ferme peut-être le chat parce que là... Alors, elle vient la question, là? J'aimerais bien savoir, ça veut dire quoi, panthéoniser? Ah, c'est très intéressant, la panthéonisation. C'est quelque chose qui a été décidé pendant la Révolution française. Et vous allez le découvrir avec la reconnaissance de la France aux héros. On dit aux héros, la France reconnaissante. C'est ce qu'on a en définition même de la panthéonisation. Et ça va permettre d'accueillir des personnalités pour diverses raisons. Hein. C'est déjà pendant la Révolution française, alors ils ont quelquefois fait quelques petits allers-retours. Ils sont rentrés, ils sont sortis, comme Mirabeau ou Marat, mais d'autres, non. Après, il y a eu Jean Jaurès, pour prendre des personnalités différentes. Vous avez Pierre et Marie Curie, donc des très grands scientifiques. Marie Curie, d'ailleurs, d'origine étrangère, hein, qui va être naturalisée, mais qui va obtenir 2 prix Nobel. Enfin voilà, et vous avez... C'est la façon, au plus haut niveau de l'État, de reconnaître un apport exceptionnel à la destinée de la France. C'est ce qu'il y a de plus... Enfin, vous savez, quand on dit oui, on est panthéonisé, là c'est même quelque chose qui est rentré dans le vocabulaire commun, quoi. Quand on veut dire de quelqu'un que véritablement ce qu'il fait est exceptionnel ou ce qu'elle fait est exceptionnel, ah oui, là, on le panthéonise, quoi. Donc c'est une décision qui remonte à loin. Et pour donner l'exemple de la Ve République, donc depuis le général de Gaulle jusqu'à aujourd'hui y compris et après, c'est une décision qui relève uniquement du président de la République et qui est là pour le faire au nom de la France. D'autres questions? Bon, ben pour Rosa Bonheur, c'est bon. Merci beaucoup. Merci. Eh bien, on va passer maintenant, s'il y a d'autres établissements qui veulent peut-être intervenir, ou sinon on va passer à vous, Lénie Raquet. Si vous avez des questions à poser. Parce que finalement... Allez, Léopold, c'est à toi. Qu'est-ce qui vous a donné envie de parler de la Seconde Guerre mondiale? Tu veux que je raconte l'histoire de mes parents? Oui. Qui a dit ah non? Non, mais c'est... Pourquoi je me suis... Bon, il n'y a pas de cause automatique. Hein. On est 3 frères dans la famille. J'ai un physicien, enfin le grand frère est physicien nucléaire, et le deuxième spécialiste des cellules souches, c'est un biologiste. Et je suis le seul historien des 3. Enfin, on est un petit peu intéressés tous par la Deuxième Guerre mondiale et par la résistance, parce qu'effectivement, mes 2 parents étaient résistants. Et que, comme l'indique mon nom, Péchanski, je peux difficilement nier qu'il s'était né ailleurs qu'en France. Et il s'avère qu'en plus, mon père a fait les brigades internationales, dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc tout ça, ça pèse. Ils se sont fait arrêter en 1942. Ma mère était une chimiste. Faisait sa thèse de chimie en France. Et donc, ça a été utile, ses connaissances en chimie, puisqu'elle faisait des bombes. Voilà. Donc, il y a eu un procès. Ils ont commencé à
Ils ont commencé à l'interroger. Ils avaient arrêté donc mes parents, des arrestations de tout un réseau. Et puis ils se sont amusés à torturer ma mère devant mon père. Donc ça doit laisser des traces quand même, cette histoire-là. Bon, c'est mon père qui est tombé dans les pommes, hein, bien sûr. Et puis, ils ont continué, ils se sont retrouvés en Allemagne. Ils sont revenus. Voilà. Ça te suffit comme raison Cela étant dit, il n'y a pas besoin de ça pour faire s'intéresser à la Deuxième Guerre mondiale. Hein. Heureusement. Hein. Enfin, dans mon cas, ça doit jouer quand même. Donc, tu as bien fait de poser la question. D'autres questions? Tiens, là. Vous traitez quoi comme d'autres sujets sauf la Seconde Guerre mondiale? Alors, je m'intéresse actuellement beaucoup, enfin je porte des... Alors, tu as bien compris que je suis très jeune, enfin je fais très jeune, mais que je ne suis pas tout à fait jeune, voilà. Et quand on dit directeur de recherche émérite au CNRS, ça veut dire qu'on a certes des mérites, mais ça veut dire qu'on est à la retraite. Bon. Et même si j'ai pris ma retraite très tard et qu'en fait je travaille plus que quand je travaillais, effectivement. J'ai lancé un programme en 2016 sur la mémoire des attentats terroristes islamistes du 13 novembre 2015. Avec, à partir d'une idée, parce que je m'intéressais aux questions mémorielles depuis déjà quelques années, et j'étais parti d'une idée qu'il était impossible de comprendre vraiment la mémoire collective, hein, celle d'une société ou celle d'une partie de la société, si on ne prenait pas en compte les dynamiques cérébrales de la mémoire. Donc la mémoire individuelle, mais ce qui se passait dans le cerveau. Et inversement, si on voulait comprendre pleinement ce qui se passait dans le cerveau, il fallait prendre en compte l'impact du social et comment la mémoire collective hein, d'une société, ce qu'on dit dans la société, ce qui est la dominante dans une société, impacte sur l'individu. Ce qui fait que j'ai travaillé très rapidement avec des neuroscientifiques, des psychologues. Donc ça a commencé sur d'autres sujets. C'était autour du 11 septembre 2001, c'était autour de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis arrivent les attentats du 13 novembre. Et là, c'est réaction citoyenne autant que réaction scientifique. C'est-à-dire qu'on doit réagir avec nos armes, qui sont les armes de la recherche et de la connaissance. Donc j'ai décidé de lancer ça. J'ai appelé mon camarade Francis Eustache, qui était le neuropsychologue avec qui je travaillais depuis déjà pas mal d'années. Et je lui ai dit, écoute, je voudrais qu'on puisse interviewer 1000 personnes 4 fois en 10 ans. Si possible les mêmes, mais bon, bien sûr, il y a toujours des gens qui arrêtent en cours, mais du plus proche au plus lointain de l'événement, pour essayer de voir l'évolution de leur mémoire du 13 novembre. Et lui, il m'a dit, ça tombe très bien parce que moi, je veux travailler sur le trouble de stress post-traumatique. C'est-à-dire sur une maladie qui est liée à un choc traumatique. Et le choc traumatique, en l'occurrence, ça a été... ils ont leur vie hein, à peu près normale. Et là, ça dure entre 3 minutes et 3 heures. Ils sont confrontés à un attentat et à un choc terrible. Alors le choc... S'il s'incruste, s'il dure plus d'1 mois, on parle de troubles de stress post-traumatique. Et ça se traduit par... il y a des images qui reviennent tout le temps, des images intrusives. Donc, par exemple, l'image d'une flaque de sang au Bataclan ou sur une terrasse. Et ça revient tout le temps, comme ça. Et puis donc, c'est ça, et puis l'évitement. On évite tout ce qui peut faire revenir ces images intrusives qui font souffrir. Et intrusives, ça veut dire qu'elles viennent, on ne peut pas contrôler. Et donc, on ne va plus évidemment dans les salles de spectacle pendant longtemps. On ne va plus dans les restaurants. On ne prend plus de transport en commun. Enfin voilà, vous avez toute une série de mécanismes qui accompagne cette maladie psychique, qui est maintenant bien connue. Hein.
Et on le voit beaucoup aussi chez les soldats en opération. Hein. Oui, ça m'intéressait, donc j'ai monté ce programme sur la mémoire du 13 novembre, et avec comme horizon 2028 pour la fin. Et avec des neuropsychologues, des neuroscientifiques, des psychanalystes, des historiens, des sociologues, des juristes, des spécialistes d'intelligence artificielle, des mathématiciens parce qu'on travaille, et informaticiens parce qu'on travaille sur des bases de données énormes. Imaginez que là, par exemple, on a 4500 heures d'entretien, en 3 phases déjà. On a fait 3 sur les 4. 4500 heures qu'on enregistre en audiovisuel. Et que donc, après, faut peut-être avoir des transcriptions. Donc ça demande aussi du travail, avec transcription speech-to-text en utilisant l'ordinateur. Et puis, après, il faut exploiter ça avec des outils qui sont liés à ce que j'appellerais la transdisciplinarité. C'est-à-dire qu'on ne travaille pas dans son silo, hein, ce n'est pas simplement l'historien ou le neuropsychologue, on travaille ensemble pour se construire son objet de recherche. Et puis, on va avoir des échanges comme ça. Parce que, par exemple, vous avez 2 personnes qui se trouvaient au même endroit, disons au milieu de la fosse du Bataclan, qui ne se connaissaient pas, qui sont restés 20 minutes, ils ont vécu exactement la même chose en théorie, ils sortent. Et 1 an plus tard, parce que ça a pris même plus, 1 an et demi plus tard, nous on les retrouve à Caen pour l'étude proprement biomédicale sur le trouble de stress post-traumatique. Vous en avez un ou une qui a un trouble de stress post-traumatique et pas l'autre. Pourquoi? Alors qu'ils ont vécu a priori exactement la même chose. C'est là où, évidemment, les neuroscientifiques disent bon, on peut avoir des éléments biologiques, mais ça ne suffit pas, et il faut que les sciences humaines et sociales, la sociologie, l'histoire et la psychologie arrivent à fournir des clés pour faire comprendre que quand on est dans un milieu dit sécure, hein, où on est avec un horizon bien précis, on est sans doute moins apte à subir ce trouble de stress post-traumatique que des gens qui sont en complète instabilité sociale, culturelle et sur leur horizon dans les prochaines années. Donc voilà, c'est autour de ça qu'on travaille. C'est passionnant, mais ça prend du temps, je peux vous dire. Justement, tu disais que vous étiez à la 3e phase. La 4e va débuter en 2025 pour aller jusqu'à 2026-2028. En fait, on fait 2026. Nous, c'est la phase d'entretien, elle se fait en 1 an. Enfin, voilà, 6 mois. Et elle se fait, on va dire, est-ce que ce sont les mêmes personnes qui interrogent les mêmes... On essaye d'éviter. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, on a les personnes qui font les entretiens, et pour éviter que pour voir si ça a un impact, c'est aussi une dimension scientifique de l'affaire, c'est que s'ils se retrouvent dans les mêmes conditions avec les mêmes personnes qui interviewent, il peut y avoir un effet comme ça qui a des conséquences sur leur propre témoignage. Tandis que s'ils se retrouvent avec des gens un peu différents, à chaque fois, s'ils ne le reconnaissent pas, Et tout ça fait... en même temps, c'est une aventure un peu compliquée. C'est-à-dire que les personnes qui vont faire les entretiens, ils vont... alors, comme on prend des gens qui ont été directement exposés, hein, des victimes rescapées, des policiers, des témoins, les parents endeuillés, ça, je peux vous dire que c'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les parents qui ont perdu leur gamin, pour faire les entretiens, ça on prend plutôt des gens de mon âge et c'est un peu compliqué à faire. Mais bon, on a ceux-là, donc je parle des... Mais il y a aussi les politiques, hein, quand je parle des intervenants, plutôt que des policiers, parce que parmi les intervenants, il y a les policiers, il y a les politiques, il y a les médecins, il y a les pompiers, etc. Et donc ceux qui étaient directement exposés. Le deuxième cercle, c'est ceux qui habitent le 10e, 11e arrondissement, et puis Saint-Denis, mais qui
n'étaient pas directement exposés. Le troisième, c'est le reste de la région parisienne. Et le quatrième, on a pris 3 villes de province, Caen, Metz, Montpellier. Voilà. Donc c'est ça pour lesquels on suit un process avec toujours les mêmes questions qui sont posées à chaque fois. Et avec 2 règles absolues. La première, c'est qu'on n'intervient pas si la personne dit une erreur, parce que ce qui nous intéresse, c'est la vérité du témoin. Ce n'est pas en fonction de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé. Non, ce qui m'intéresse, moi, c'est savoir ce que la personne qui est en face de moi me raconte. Alors, je ne vais pas commencer à dire « Oui, excusez-moi, cher ami, mais vous avez fait une erreur, en fait, etc., etc. » Parce que le fait qu'il me raconte une erreur est souvent très signifiant. Et la deuxième règle qu'on s'est fixée, c'est on n'interrompt pas les personnes, sauf cas exceptionnel, mais la plupart du temps, on n'interrompt pas les personnes, c'est-à-dire que on les laisse parler. Alors, il y a un processus un peu complexe dans notre... il fait 45 pages, hein, le guide d'entretien, mais la première partie d'entretien, c'est 3 grandes questions. Et la première question, c'est « Racontez-moi le 13 novembre ». Donc, généralement, ils me racontent leur 13 novembre. Et la règle, c'est de ne pas s'arrêter tant que la personne n'arrête pas de parler. Et là, dans la phase 3, j'avais un jeune qui n'était jamais venu, qui était au Bataclan, et qui, à cette question-là, va me parler pendant... Mais avant de s'arrêter, va me parler 1h40. Avant que je lui dise non pas la deuxième question, mais la relance. C'est-à-dire que, je ne sais pas, il me dit j'étais avec 2-3 personnes à tel endroit, à tel moment. J'attends la fin et je lui dis vous m'avez dit que vous étiez avec 2-3 personnes, c'était qui etc. Ou bien un autre, ou bien d'autres, par exemple, qui étaient chez eux, qui regardaient la télé. Quand ils s'arrêtent de parler, on leur dit mais c'était quelle chaîne, combien de temps vous étiez seul ou pas, enfin, etc. S'ils n'ont pas précisé tout ça. Ça, c'est des relances. Puis on continue avec des questions. Mais c'est tout un protocole qui est, oui, assez passionnant mais compliqué. Et on se dit, et moi je me le dis après coup, et bien entendu, c'est que si j'avais eu un même matériau sur la Deuxième Guerre mondiale, et tu dois te dire la même chose, toi, et de se dire, tiens, si on avait interviewé 1000 personnes en 45, en 47, en 50 et en 55, parce qu'ils nous font confiance, donc ils reviennent avec des chiffres incroyables. On en est quand même 80% qui à chaque fois reviennent. Donc ça veut dire que, par exemple, actuellement, sur les 3 premières phases, j'ai 600 personnes pour lesquelles j'ai 3 interviews à 2016, 2018, 2021. Vous imaginez ce qu'on peut en faire pour voir l'évolution même de son souvenir. Bon. Et en parallèle, ce qui pourra aussi vous passionner sur la mémoire collective, c'est qu'on a, avec le CREDOC, qui est un peu l'équivalent d'un institut de sondage, mais beaucoup plus large, qui 3 fois par an, maintenant, fait des enquêtes sur l'état de la société française. Mais tout y passe. Et ils sont partenaires. Et partenaires de notre programme, eh bien, à chaque fois qu'on fait les entretiens, on essaye de savoir quel est l'état de la mémoire collective, que pense la société française. Donc on a 11 questions qui sont posées par le CREDOC sur la mémoire du 13 novembre, mais non pas aux 4 groupes qu'on a, qui sont évidemment pas représentatifs de la société française, mais un échantillon représentatif, pour voir quels sont éventuellement l'impact de ces individus témoins sur l'opinion et l'impact de la société dans son ensemble, de la mémoire collective, sur la mémoire individuelle. Est-ce que ceux qui vont parler, on ne va pas sentir derrière, en fait, une sorte de bruit de fond, de mémoire partagée, et qui va guider largement le récit qu'ils vont me faire. Donc il y a plein de pistes comme ça, là. Et tout ça est en audiovisuel, donc il y a aussi... C'est avec l'INA et le CPAD, donc ça participe à la construction
du patrimoine national de la mémoire du 13 novembre. Merci Denis pour cette réponse très précise sur un point sur lequel les terminales te réinterrogeront cet après-midi, parce que c'est un point qui les intéresse particulièrement. Y a-t-il encore des questions? Et je pense que Zoé avait une question. Et après, il y a Yacine. Vous avez fait quoi comme études pour faire ça? J'ai travaillé. L'étude d'histoire, hein, c'est simple. Cursus classique ou à peu près. Donc les classes préparatoires, l'université, et puis après, j'ai été prof quelque temps et je suis rentré au CNRS. J'aimais pas corriger les copies. J'adorais faire des cours aux élèves, ça c'est un truc... je préfère de loin, alors ne devenez pas trop vite étudiant, hein, mais je préfère de loin faire des cours à des élèves de votre âge que faire des cours à des étudiants. Mais ça, faut pas trop le dire. Hein. Et tu ne le diras pas dans le Sud-Ouest, hein, ça, parce qu'après, je vais avoir des problèmes. Donc, mais je détestais corriger les copies, ce qui peut se comprendre. Hein. Non, mais en fait, aussi, parce que je me suis lancé dans la recherche, ça me plaisait. À l'époque, on faisait 2 thèses, donc j'ai fait une thèse de... Ce qui vous expliquera aussi pourquoi j'ai une appétence pour la transdisciplinarité. J'ai fait une thèse de lexicométrie, donc d'analyse statistique de vocabulaire. Donc de voir à travers le vocabulaire et les mots qui sont utilisés, de voir comment ça évolue avec le temps. Donc j'avais fait une première thèse là-dessus. Et ma deuxième thèse, la thèse d'État, ça s'appelle la France des camps, enfin les camps d'internement en France, dont je vous ai parlé tout à l'heure. Voilà. Les thèses d'État, c'est 10 ans. Hein. Et pas que les thèses d'État. Donc j'ai fait une thèse de 3-4 ans et puis une thèse de 10 ans. Oui, je sais, c'est trop, oui. Mais je faisais d'autres choses à côté, heureusement. Oui. Tout à l'heure, vous avez parlé des francs-maçons. Donc est-ce que vous pouvez nous dire qui ils sont et quel était leur rôle? Alors la franc-maçonnerie, c'est un mouvement qui est un... Bon, je ne peux pas rentrer dans le détail, en plus je connais mal ce mouvement, ce sont des loges qui réunissent secrètement des gens et qui réfléchissent ensemble à l'état du monde. Et dans le cas français, ces loges maçonniques, elles sont très influencées par les Lumières, donc par la pensée des philosophes du XVIIIe. Et on va avoir cette tradition de francs-maçons très universalistes, très valeurs de la République, qui vont... ça va durer jusqu'à aujourd'hui. Il y a encore des loges maçonniques encore aujourd'hui. Et comme c'était des sociétés secrètes, entre guillemets, hein, eh bien, ils étaient considérés comme... En plus, parce qu'ils développaient des valeurs républicaines, évidemment, pour tous ceux qui étaient un régime autoritaire, c'était l'ennemi absolu. Donc, l'une des premières mesures qui a été prise en août 40, ça a été la dissolution des loges. Et on va trouver beaucoup de francs-maçons dans la résistance, justement parce qu'ils sont imprégnés par ces valeurs héritées de la Révolution française. La tradition anglo-saxonne est différente. Voilà. Les francs-maçons en Angleterre ou en Allemagne, là, aux États-Unis, là, il y a moins cette dimension politique que j'évoque là. Oui, jeune homme. J'aimerais savoir si on va rajouter les noms des étrangers morts pour la France sur nos monuments. J'aimerais bien. C'est-à-dire que c'est un peu l'idée que dans toutes les villes où il y en a déjà hein, qui sont inscrits sur les monuments aux morts, soit rajouter ce qu'on trouve. D'ailleurs, sur les monuments aux morts, on ne trouve pas uniquement les morts pour la France. Mais ça peut être une occasion
de découvrir ces combattants qui souvent sont ignorés. Donc oui, la réponse est oui, et il y a une vraie volonté politique au plus haut sommet de l'État pour que ça se fasse. Et je pense que la panthéonisation, ça sert à ça en particulier. Je pense à Jean Moulin. Jean Moulin, quand il est panthéonisé, il est totalement inconnu. C'est curieux, mais c'est comme ça. Alors que c'était vraiment un des grands chefs de la résistance, dans la population, il est inconnu. Arrive la panthéonisation, le discours de Malraux, le 19 décembre 1964, extraordinaire. Enfin. Et à partir de là, la panthéonisation va en faire va le faire rentrer dans la mémoire collective. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je crois que c'est le 4e ou le 5e nom le plus utilisé pour les rues, les collèges, les lycées, les médiathèques et autres, Jean Moulin. Et ça, je pense que la panthéonisation de Manouchian et puis de ses camarades de combat, avec l'insistance qui est mise sur l'ensemble de ces résistants étrangers morts pour la France, je pense que ça va se traduire effectivement à condition que les collectivités territoriales en prennent le relais, hein, parce que ça dépend de ça. Hein. C'est que les villes, les départements et puis les régions pour les lycées, ils disent oui, on va donner ce nom-là. Alors le nom, après, on voit, hein, mais ça doit être... Et c'est intéressant parce que ça permet aussi aux jeunes de se mobiliser, quoi. Pas simplement... on ne donne pas un nom comme ça, c'est un travail qui est fait avec les élèves et je pense que ça peut être une bonne piste. Ouais. En tout cas, il faut que ça se fasse. Et dans les monuments aux morts, encore plus qu'ailleurs. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Vous avez 6 minutes. Des élèves fonctionnaires, donc... Bah oui, c'est bien. Après, il faut bouffer quand même. Dis-moi. Quand vous étiez plus petit, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir historien? Ou qu'est-ce qui a été le déclic pour vous dire je vais devenir ça? Alors, je dis souvent que j'ai décidé d'être historien quand j'étais en 4e. Ce que je peux dire, c'est que très vite après, j'étais convaincu que je voulais être historien dès la 4e. Donc ça doit se situer à peu près par là. C'est-à-dire qu'en gros, quand j'étais en seconde ou en première, j'ai dit « Ah oui, je veux être historien ». Et d'ailleurs, je l'avais dit en 4e. Je ne peux absolument pas t'assurer que je l'ai dit en 4e, mais c'est... Voilà. J'ai construit ma petite histoire à moi. Donc, en tout cas, je le voulais très tôt, oui. Enfin, à un moment donné, mes parents, ils ont dit, bon, on va prendre une pharmacie pour qu'ils puissent vivre un peu correctement, mais bon, finalement, je suis resté historien, je préfère. Mais c'est très bien d'être pharmacien, hein. Ça rapporte plus. Il y a une question, là, ou deux. Allez, Marvin, à toi. Vous étudiez que l'histoire française ou alors vous étudiez l'histoire d'autres pays? Alors, je suis plutôt spécialisé dans l'histoire française, mais je suis bien entendu obligé de faire de l'histoire comparative. Par exemple, quand on travaille sur la mémoire, ce n'est pas possible de travailler uniquement sur la mémoire en France. Par exemple, j'ai pas mal travaillé sur le 11 septembre et les attentats aux États-Unis. Il y a eu beaucoup d'échanges avec les collègues américains pendant plusieurs années, puisque c'est là que j'ai débuté mes travaux sur la mémoire à New York. Donc oui, sur l'occupation, c'est pas possible d'isoler le cas de la France. Donc on est obligé de s'intéresser à ça. Quand je parle de résistants étrangers, j'ai parlé beaucoup des Espagnols. Par définition, je me suis intéressé aussi à l'Espagne. Et à la guerre d'Espagne en particulier.
par rapport à la panthéonisation, est-ce qu'il y a des critères pour pouvoir y entrer ou tout le monde peut y entrer au Panthéon? Si c'est pour rentrer au Panthéon, c'est 23 €. Bon, si c'est pour y rentrer définitivement, là, encore une fois, c'est une décision du président de la République. Ou de la présidente, s'il y en a une. Mais c'est un choix, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un choix, encore une fois, qui est fondé sur l'idée que il s'agit vraiment que la patrie soit reconnaissante envers des personnalités qui doivent être retenues par ce qu'elles ont fait, mais aussi par le symbole qu'elles représentent. Voilà. Donc, encore une fois, il y a de très très grands résistants, par exemple, ou de très grands scientifiques qui ne sont pas au Panthéon. Mais là, comme on l'a dit, c'est intéressant, dans le discours du président de la République au Panthéon, il dit, la boucle, pas la boucle est bouclée, mais enfin il dit quelque chose de beaucoup plus joli que ça, en disant, bon, maintenant tous ces peuples de l'ombre qui étaient dans la résistance sont maintenant représentés. Il manquait ça. Et je trouve que c'est... oui, et il a bien fait. Raphaël. Ben voilà, Raphaëla et après Alice. Tiens, prends le micro. C'était quand vous interviewez des personnes qui avaient vécu l'attentat du 11 septembre. Est-ce que vous avez interviewé des francs-maçons pour savoir plus sur eux ou pas? Je sais pas, et puis on leur demande pas. S'ils le disent, c'est 13 novembre, hein, moi j'ai travaillé. Le 11 septembre, je n'ai pas interviewé directement. Et sur le 13 novembre, il y en a sans doute eu, mais je ne peux pas te dire. Sauf s'il le disait, mais je n'ai pas l'impression que ça a été un point qui a été relevé. Et nous, on ne pose pas la question, en tout cas. Oui. Ça fait partie des choses, des questions que... ça fait partie des questions, enfin l'appartenance politique, religieuse ou autre, pour lesquelles on fait très attention. C'est la personne elle-même qui nous dit si elle veut ce qu'elle est, mais c'est pas à nous de poser la question là. Est-ce que vous voudriez vous faire panthéoniser un jour? Moi? Je ne pourrais pas tout seul, mon grand. Hein. Si tu demandes, toi, je vais te montrer comment on doit faire. Tu crées un comité de soutien, mais il faut d'abord que je sois de l'autre côté, hein, parce que sinon... Tu fais un comité de soutien, tu mobilises les gens, il faut que tu aies quand même des gens très importants qui te soutiennent, pour dire Péchanski doit être panthéonisé. Et après, tu essayes de convaincre. Ça va être compliqué quand même. Non, c'est pas la peine. C'est pas la peine de penser ça. Marie-Lou, on va te porter un micro. Est-ce que vous avez une fourchette du salaire qu'on pourrait gagner ou pas du tout? Tu veux savoir combien je gagne? Non, pas forcément vous, mais une fourchette. Non, mais quand on est chercheur au CNRS, c'est ça que tu veux savoir, ou prof? Bah écoute, hein? Bah non, pas assez. Non, pour te dire, quand on est au dernier échelon de ce qu'il y a de plus haut au CNRS, à fin de carrière maximum, on doit toucher 4 500 € par mois. C'est pas mal, mais tu regardes dans le privé, et puis tu me dis combien on gagne quand on est au dernier échelon, vraiment le niveau max. Tu verras que c'est beaucoup plus. Quand on est dans la fonction publique, et singulièrement dans la recherche ou l'enseignement, il vaut mieux pas que ça soit pour l'argent. Ou bien c'est qu'on s'est trompé de boulot.
Est-ce que vous avez d'autres questions à poser? Igor. Oh, Igor, non, c'est pas possible. Ah non, pas Igor. Est-ce qu'il y a déjà eu des résistants français qui ont été représentés sur des affiches de propagande ou pas? Ou c'était toujours la faute des étrangers, des juifs sur les affiches? Alors on avait différents types d'affiches, mais de campagnes menées comme ça... Alors, il y avait d'autres campagnes de propagande, pas nécessairement avec des affiches, mais par exemple, le seul film qui a été fait d'un procès, c'est justement parce qu'ils ont vu après l'impact que pouvait avoir de présenter comme ça un procès sur la société, sur la population française. C'était sur ce qu'on appelle le procès de la maison de la chimie, au printemps 1942. C'était les premiers groupes qui avaient mené la lutte armée. Et là, il y avait des Français, il y avait des étrangers, il y avait tout le monde. Et comme c'était un procès, on voyait des gens très jeunes, on voyait aussi des femmes. Ça a eu un effet contraire à ce qu'ils pouvaient espérer. Les Allemands, évidemment. Et donc, ils ont arrêté tout de suite. Il n'y a plus eu, par exemple, on n'a aucune image du procès de la Fiche Rouge. Ils ont pris, ils les ont filmés à Fresnes. On le voit bien sur un mur de Fresnes, là, soit en image fixe, soit en image animée. Mais il n'y a aucun film de fait du procès. Parce qu'on sait que ça peut se retourner. Parce que si, par exemple, ils voient Golda Banchik, qui a été exécutée après, ils savent bien que dans la société, ça va quand même créer des problèmes. Puis s'ils voient les jeunes là, de 20 ans raconter pourquoi ils se sont engagés, là, ça va être compliqué. Et puis, pour donner cet exemple de ce procès là, qui a été filmé, c'est justement un jeune résistant français qui est concerné. À la sortie, ils savent déjà la plupart sont condamnés à mort, ils sortent. Il y a le caméraman allemand qui prend l'image. Alors je peux vous dire que cette image, évidemment, elle n'a pas été montrée, mais on l'a conservée. Après, on l'a retrouvée après-guerre. C'est-à-dire que quand ils sortent, vous avez les jeunes qui se suivent. Et Kéré, qui est un jeune résistant communiste français, se tourne vers la caméra. Il sait qu'il va être fusillé. Il a 20 ans, 19-20 ans. Il sait qu'il va être fusillé. Il tire la langue au caméraman allemand. Truc... fallait avoir la colonne vertébrale, quand on est poli. Bon, je pense qu'il n'y a plus de questions. Ah. Bien, avant de partir. Bien, là vous avez je dirais un beau propos qui va vous permettre de rentrer dans votre chapitre sur la Seconde Guerre mondiale en France. Pour ceux également qui partiront à Paris, vous avez déjà pas mal d'éléments qui sont positionnés. Donc nous te remercions, Denis, pour cette conférence et pour après cet échange. Merci.